L'imprévisibilité de la vie peut parfois mener à des fins des plus ironiques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 histoires vraies de personnes qui ont connu des fins tragiques et pourtant étonnamment ironiques. Ces récits inoubliables nous rappellent que la vie, tout comme la mort, peut réserver des tournants imprévus, étranges et souvent surprenants. C'était le 4 septembre 2006, dans l'État du Queensland en Australie. Steve Irwin, le célèbre expert en faune sauvage connu sous le nom de Crocodile Hunter, tournait un documentaire intitulé Ocean's Deadliest à Bass Reef, une partie de la Grande Barrière de Corail. À 44 ans, Irwin était au sommet de sa carrière, admiré dans le monde entier pour ses rencontres audacieuses avec des animaux dangereux et son enthousiasme contagieux pour la conservation de la faune. Marié à Terry Irwin, il était également père de 2 enfants, Bundy et Robert. La passion de Steve pour la faune sauvage s'était manifestée très tôt. À l'âge de 6 ans, il avait attrapé un serpent brun venimeux et dès l'âge de 9 ans, il luttait déjà avec des crocodiles. Ces expériences précoces avaient façonné son avenir et l'avaient conduit à prendre en charge le Beerwah Reptile and Fauna Park, fondé par ses parents en 1970. Sous sa direction, le parc avait été rebaptisé Australia Zoo et la personnalité charismatique de Steve l'avait propulsé vers une renommée mondiale, notamment grâce à sa série télévisée The Crocodile Hunter. En juillet 2006, Steve Irwin semblait au sommet du monde. Avec Terry, il avait élaboré un plan ambitieux sur 10 ans pour l'Australia Zoo et il était enthousiaste à l'idée de transmettre son message sur la conservation de la faune à travers son travail. Il répétait souvent « Si nous ne parvenons pas à faire entrer les animaux dans le cœur des gens, ils disparaîtront. Nous n'avons plus beaucoup de temps. » Mais il était loin de se douter que sa dévotion à la faune sauvage allait le mener à une fin tragique lors d'une journée qui, au départ, semblait tout à fait ordinaire à Bass Reef. La journée avait commencé sous un mauvais temps, ce qui avait contraint Steve et son équipe à abandonner leur plan initial de filmer des requins-tigres. Toujours impatient et désireux de rester actif, il s'était embarqué avec son équipe, comprenant son fidèle ami et caméraman Justin Lyons, à bord d'un bateau gonflable pour chercher d'autres séquences. Rapidement, ils avaient de repérer une zone propice à un autre projet qu'ils avaient en cours. Les raies pastenagues, en général, sont des créatures paisibles. Lorsqu'elles sont dérangées, elles ont tendance à fuir rapidement. Cependant, celles qu'ils avaient rencontrées ce jour-là avaient agi différemment. Alors qu'Irwin et Lyons se préparaient à filmer une dernière prise, la raie avait soudainement attaqué. Elle s'était dressée sur ses nageoires avant et avait commencé à frapper avec sa queue, poignardant Irwin à plusieurs reprises dans la poitrine. Lyons, qui travaillait avec Irwin depuis 15 ans et le considérait comme son meilleur ami, continuait à filmer conformément à leurs règles de tout capturer. Mais il avait vite compris que quelque chose n'allait pas. Lyons avait décrit ce moment terrifiant. Tout à coup, elle s'est redressée et a commencé à frapper sauvagement avec sa queue des centaines de coups en quelques secondes. La queue puissante de la raie avait frappé Irwin, avec une force que Lyons avait comparée à un couteau chaud traversant du beurre. Il avait immédiatement vu Steve debout dans une mare de sang et compris qu'il fallait agir vite. Ils avaient tiré Irwin dans le bateau et entrepris une course désespérée pour retourner à leur navire principal, le Croc 1. Steve, bien qu'en grande douleur, était resté calme. Il avait dit à Lyons « Ça m'a perforé un poumon ». Mais la réalité était bien pire. L'aiguillon avait transpercé son cœur. L'équipe avait tout fait pour garder Irwin conscient, lui rappelant de penser à ses enfants. Mais Steve avait regardé Lyons avant de prononcer ce qui sera ses derniers mots. « Je suis en train de mourir ». Malgré les efforts de Lyons, qui avait pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire pendant plus d'1 heure, leurs tentatives étaient de vaines. À leur arrivée à l'aide médicale, Steve avait été déclaré mort en quelques secondes. L'attaque de la raie avait causé des dégâts massifs à son cœur, rendant toute survie impossible. La mort de Steve Irwin avait choqué le monde entier. Lui qui était connu pour son audace face à certains des animaux les plus dangereux de la planète, il était difficile d'accepter qu'une raie pastenague, souvent surnommée le chat domestique des océans, ait mis fin à sa vie. Jamie Seymour, un toxicologue présent ce jour-là sur le Croc, avait expliqué qu'il s'agissait d'un accident rarissime. « C'était juste un terrible accident », avait-il dit. « Dans certaines circonstances, ça peut mal tourner. » La disparition de Steve Irwin avait laissé un vide immense dans le monde de la conservation. Sa fille, Bundy, n'avait que 8 ans, et son fils, Robert, seulement 2 ans. Bundy avait plus tard évoqué cette perte. « C'est comme perdre une partie de votre cœur, et quand vous avez perdu ça, vous ne le récupérez jamais. » Pourtant, l'héritage de Steve continue de vivre via sa famille et le travail inlassable de l'Australia Zoo.
En août 1985, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, une soirée particulière avait lieu, organisée par le département des loisirs de la ville. Jérôme Moody, un homme de 31 ans, y participait en tant qu'invité. Cette soirée n'était pas une simple fête, mais une célébration en l'honneur des maîtres nageurs sauveteurs qui avaient réussi à passer tout l'été sans qu'aucun incident de noyade ne soit signalé. Pour la première fois dans les mémoires, une telle prouesse avait été accomplie et tout le monde était là pour célébrer. Jérôme Moody n'était pas maître nageur lui-même. Il était simplement invité, vêtu de ses habits ordinaires, et profitait de l'ambiance festive depuis les abords de la piscine. L'événement se déroulait dans une piscine municipale et sur les quelques 200 participants présents, près de la moitié étaient des maîtres nageurs certifiés. De plus, 4 maîtres nageurs étaient en service actif pour assurer la sécurité de tous. Au fil de la soirée, les conversations et les rires allaient bon train. Comme les autres convives, Jérôme déambulait autour de la piscine, discutant avec certaines personnes, observant les festivités et se mêlant à l'atmosphère vibrante. Mais au milieu de cette ambiance euphorique, un drame inattendu s'est produit. À la fin de la soirée, alors que les maîtres nageurs s'apprêtaient à vider la piscine, une découverte glaçante les a paralysés. Au fond de la partie profonde de la piscine gisait le corps inanimé de Jérôme Moody. Tout habillé, il avait glissé dans l'eau à un moment donné de la soirée et personne ne s'en était aperçu. Entouré de maîtres nageurs expérimentés, Jérôme avait pourtant sombré dans une noyade silencieuse et fatale, passé totalement inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les maîtres nageurs, horrifiés, ont immédiatement sorti Jérôme de l'eau et tenté de le réanimer avec urgence. Malheureusement, tous leurs efforts sont restés vains. Les secours médicaux, bien qu'arrivés rapidement, n'ont rien pu faire d'autre que confirmer son décès. Une autopsie a plus tard révélé que Jérôme était mort par noyade. L'ironie cruelle de cette situation n'a échappé à personne. Un homme avait perdu la vie lors d'une fête censée célébrer une saison sans aucune noyade. Les maîtres nageurs, qui avaient bâti leur fierté sur leur vigilance et leur dévouement, étaient accablés par la douleur et la culpabilité. Madeleine Richard, la directrice du département des loisirs de la Nouvelle-Orléans, a exprimé la profonde tristesse ressentie par tous les participants. Les maîtres nageurs étaient bouleversés. « C'est une véritable tragédie », a-t-elle déclaré. C'était la première fête annuelle en mémoire où l'on pouvait célébrer une saison sans incident. Nous en parlions tous avec enthousiasme. C'était une première. La mort de Jérôme Moody a laissé de nombreuses questions sans réponse. Comment avait-il fini dans la piscine? Pourquoi personne n'avait-il remarqué qu'il se débattait? L'enquête a révélé que Jérôme ne nageait pas avec les autres invités et qu'il portait encore ses vêtements lorsqu'il avait été retrouvé. La manière dont il était entré dans l'eau restait un mystère, enveloppé dans la confusion et l'agitation de la fête. Jérôme Moody était un homme apprécié de sa famille et de sa communauté. Né à Emporia, en Virginie, de George et Daisy Moody, il avait grandi à Portsmouth, où il avait reçu son éducation initiale. Doté d'un esprit entrepreneurial, Jérôme avait travaillé comme livreur pour Ligaris Cleaners, avec le rêve d'ouvrir un jour sa propre entreprise de nettoyage à sec. Malgré la brièveté de sa vie, il avait réalisé son ambition en dirigeant avec succès Dundee's Dry Cleaners dans le Bronx pendant plusieurs années, laissant derrière lui un héritage de détermination et de persévérance. Après avoir pris sa retraite, Jérôme était retourné à Portsmouth, où il avait poursuivi ses études pour obtenir un diplôme de licence en sciences à la Norfolk State University. Il était devenu un militant communautaire engagé et avait développé une relation solide avec l'église baptiste de Noble Street, tout en travaillant avec dévouement pour la Wilson Ward Civic League. Jérôme laissait dans le deuil son fils, Jay Moody, sa petite fille, Brianna Wright, son frère, George Moody, et ses 3 sœurs, Barbara Cure, Daisy Lee et Veronica Johnson. La tragédie entourant la mort de Jérôme Moody est un rappel poignant de l'imprévisibilité de la vie et de l'importance d'être vigilant, même dans les environnements que l'on croit sûrs. Malgré leur formation et leur expérience, les maîtres nageurs présents ce jour-là ont manqué un homme en détresse, rendant l'événement encore plus tragique. Le 4 janvier 2005, aux premières heures du matin sur l'autoroute Interstate 80, près de Lincoln dans le Nebraska, une tragédie s'est jouée dans des conditions climatiques particulièrement difficiles. Derek Keeper, un étudiant de 21 ans en dernière année à l'université du Nebraska-Lincoln, rentrait à l'université après un séjour à San Antonio, au Texas. Il se trouvait à l'arrière d'un Ford Explorer conduit par son ami Luke Haverman, tandis qu'un autre ami, Nick Uphoff, était assis à l'avant. Tous 3 faisaient partie de la même fraternité et partageaient un lien fort, forgé à travers de nombreuses aventures communes.
Derek était une personnalité marquante, reconnue pour son intelligence vive, son sens de l'humour et son intensité. Ses amis le décrivaient comme quelqu'un prêt à tout pour les personnes qui comptaient pour lui. Avec une moyenne académique exemplaire de 4,0 GPA, Derek jonglait avec 5 spécialités: l'histoire, la psychologie, l'économie, la sociologie et les sciences politiques, et se préparait avec enthousiasme à entrer en école de droit. Cependant, cette nuit-là, tout a basculé. Un conducteur de camion circulant sur l'Interstate 80 a remarqué que le Ford Explorer déviait dangereusement de la route. Sur le bitume glacé, le véhicule a dérapé. Alerté par la scène, le conducteur a immédiatement contacté les secours. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur place, ils ont découvert Derek étendu sans vie sur le sol gelé. Projeté hors du véhicule, il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Luke et Nick, qui avaient attaché leur ceinture, ont survécu à l'accident avec des blessures sans gravité mettant leur vie en danger. Ils ont été transportés au centre médical Bryan LGH Medical Center West pour recevoir les soins nécessaires. Le père de Derek, Paul Keeper, était anéanti. « Je suis sous le choc », a-t-il confié lors d'une interview. Pour se rapprocher de son fils, Paul avait choisi de s'installer à Lincoln lorsque Derek avait commencé ses études. Il parlait avec admiration des réalisations de son fils et de son amour pour les débats et l'apprentissage. Derek avait même passé un été à étudier l'économie à l'université d'Oxford en Angleterre, une expérience qu'il chérissait profondément. Parmi ses amis, Kate Pittman, qui connaissait Derek depuis la classe de 7e, était bouleversée par sa disparition. « Il ferait n'importe quoi pour quelqu'un », a déclaré Kate. « Il était vraiment drôle et incroyablement intelligent. Il me donnait des cours particuliers dans des matières qu'il ne suivait même pas. » Le souvenir de leur dernière rencontre, juste avant que Derek ne parte au Texas pour les vacances de Noël, était encore frais dans son esprit. Le capitaine Joe Leflair du bureau du shérif du comté de Lancaster a fourni des précisions sur l'accident. Il a confirmé que l'alcool n'avait joué aucun rôle dans la tragédie. Le véhicule avait simplement glissé sur la chaussée verglacée avant de faire plusieurs tonneaux. L'absence de ceinture de sécurité chez Derek avait entraîné son éjection du véhicule, scellant tragiquement son destin. Ce qui rend cette histoire encore plus poignante, ce sont les convictions mêmes de Derek. 4 mois avant sa mort, en septembre 2004, il avait rédigé un article d'opinion pour le Daily Nebraskan. Dans cet article, intitulé « Les droits individuels sacrifiés par les lois sur les ceintures de sécurité », Derek plaidait contre l'obligation légale de porter une ceinture de sécurité, estimant que cela représentait une atteinte à la liberté personnelle. Avec ferveur, il exprimait sa conviction que chaque individu devait avoir le droit de décider s'il voulait ou non attacher sa ceinture. Dans cet article, Derek écrivait « C'est mon choix de décider quelles précautions de sécurité je prends ». Il se plaçait parmi les opposants aux lois obligatoires, rejetant l'idée que le gouvernement puisse imposer de telles mesures. Ces mots étaient clairs, empreints d'une conviction forte et d'un attachement profond aux libertés individuelles. L'ironie tragique de cette situation n'a échappé à personne. L'argument passionné de Derek contre les lois sur les ceintures de sécurité avait pris une tournure dramatique et dévastatrice. Sa mort mettait en lumière l'importance cruciale de cette mesure de sécurité. Les statistiques sur les lois relatives aux ceintures de sécurité parlent d'elles-mêmes. Au Royaume-Uni, l'introduction de cette obligation en 1983 a permis de réduire de 29% les décès parmi les passagers à l'avant et de 30% les blessures graves dès la première année. Aux États-Unis, les ceintures de sécurité ont sauvé près de 15 000 vies rien qu'en 2017. Pourtant, certains continuent de résister à cette mesure, invoquant des arguments de liberté individuelle. L'histoire de Derek constitue un rappel bouleversant des conséquences possibles de cette résistance. Ces arguments passionnés contre les ceintures de sécurité résonnent aujourd'hui comme une leçon tragique sur l'importance des précautions de sécurité. Les données sont claires, les ceintures de sécurité sauvent des vies. La mort prématurée de Derek illustre de manière poignante la raison même pour laquelle ces lois existent. Le 25 juillet 1911, à Niagara Falls, en Ontario au Canada, un événement exceptionnel se préparait. Bobby Leach, un ancien artiste de cirque de 54 ans ayant travaillé pour le célèbre Barnum & Bailey Circus, était sur le point d'entrer dans l'histoire. Depuis des années, Bobby clamait qu'il pouvait surpasser l'exploit réalisé par Annie Edson Taylor, qui avait survécu à une descente des chutes du Niagara dans un tonneau une décennie auparavant. Ce jour-là, il allait prouver que ses paroles n'étaient pas vaines. Cependant, son objectif ultime restait de survivre à une descente des chutes Horseshoe dans un tonneau. Un exploit qui ferait de lui une légende vivante. Malgré les mises en garde d'Annie Taylor, qui avait déclaré avec insistance « Plus personne ne devrait jamais refaire cela », Bobby, emporté par sa confiance et son esprit bravache, était déterminé à tenter l'expérience.
Propriétaire d'un restaurant sur Bridge Street, à Niagara Falls, Bobby aimait partager ses ambitions avec ses clients. Après de nombreux retards et des dépenses considérables, son tonneau était enfin prêt. Ce dernier, une structure cylindrique en acier équipée de pare-chocs en bois à chaque extrémité, avait été spécialement conçu pour amortir l'impact brutal des chutes. À l'intérieur, Bobby était maintenu en place par un harnais solide, prêt à affronter l'épreuve. Lorsque le tonneau de Bobby fut lâché dans les eaux impétueuses de la rivière Niagara, une foule immense s'était rassemblée à Table Rock et le long des berges surplombant la gorge. L'excitation était palpable et l'attente presque insoutenable. Vers 15 h, une voiture arriva en trombe à Table Rock et son conducteur, haletant, annonça que Bobby entamait sa descente. Juste avant de basculer dans le vide, il heurta un rocher imposant, arrachant le pare-choc avant et causant une profonde entaille sur le front de Bobby. Malgré cet impact, le tonneau poursuivit sa trajectoire et disparut au sommet des chutes à exactement 15h13. Un journaliste du Daily Record, témoin de la scène, décrivit l'atmosphère de ce moment unique. Lorsque le tonneau s'approcha du bord, les voix de la foule s'estompèrent comme par magie. Un silence intense régna alors que l'effroyable plongeon s'effectua. Pas un son ne se fit entendre si ce n'est le rugissement de la cataracte jusqu'à ce que des dizaines de voix s'écrient « Le voilà !» en apercevant le tonneau réapparaître dans les eaux bouillonnantes en contrebas, un peu en aval des chutes. Mais une question brûlait toutes les lèvres. Bobby était-il encore en vie? Pendant un moment, personne ne put répondre. Le tonneau fut pris dans un tourbillon et tourna sur lui-même pendant près de 20 minutes. Finalement, Fred Bender, employé de l'Ontario Power Company, attacha une corde autour de sa taille et nagea jusqu'au tonneau. Il parvint à le sécuriser et avec l'aide de ses collègues, il le ramena sur la rive. Harry Williams, propriétaire du Lafayette Hotel, frappa sur le tonneau avec un marteau. De l'intérieur, Bobby répondit en frappant à son tour. La foule explosa en acclamations lorsqu'elle réalisa que Bobby avait survécu. Lorsqu'il fut enfin extrait du tonneau, Bobby présentait de graves blessures, 2 rotules fracturées et une mâchoire brisée. Pourtant, sa première demande fut pour de l'oxygène, suivie rapidement par une demande pour un cigare, témoignant de son caractère hors du commun. Après avoir passé 6 mois à l'hôpital pour se remettre de ses blessures, Bobby devint une célébrité instantanée. En 1920, il retourna à Niagara Falls où il ouvrit une salle de billard. Même dans la soixantaine, il ne perdit jamais son goût pour les défis, tentant à plusieurs reprises de nager dans les rapides tourbillonnants du fleuve, bien qu'il échouât dans ses tentatives. Bobby continua de voyager à travers le monde avec son épouse, racontant son histoire et exposant son tonneau lors de conférences et de présentations. Son existence incarna la résilience humaine face aux épreuves les plus périlleuses. Cependant, en 1926, son histoire prit une tournure tragique et pleine d'ironie. Lors d'une tournée promotionnelle à Auckland, en Nouvelle-Zélande, Bobby glissa sur une peau d'orange abandonnée. Il tomba et se cassa une jambe. À une époque où les antibiotiques n'existaient pas encore, même des blessures mineures pouvaient avoir des conséquences dramatiques. La jambe de Bobby s'infecta, les médecins durent l'amputer, mais malgré tous leurs efforts, Bobby succomba à ses blessures 2 mois plus tard, lors d'une intervention chirurgicale. Il fut inhumé au cimetière Hillsborough à Auckland. Sa pierre tombale porte l'inscription suivante « En mémoire de Bobby Leach, mondialement célèbre pour sa descente des chutes du Niagara dans un tonneau. Décédé le 28 avril 1926 à l'âge de 69 ans. Repose en paix. » La mort insolite de Bobby fut plus tard évoquée dans un segment sur les morts absurdes de l'émission Horrible History de la CBBC, soulignant le caractère étonnant d'un homme qui avait survécu aux chutes du Niagara mais trouvé sa fin à cause d'une simple peau d'orange. En 2011, pour le centenaire de son exploit, Karen Barnett, une résidente de Tyward Reef, entreprit des recherches sur la vie de Bobby. Elle espérait en apprendre davantage sur ses premières années en Cornouailles et envisageait l'installation d'une plaque commémorative dans son village natal. Né en 1858, Bobby avait grandi dans cette région, bien que peu de détails subsistent sur son enfance. Le 29 juillet 2011, dans la petite ville de Durham-Sud, au Québec, un événement tragique marqua les esprits. Chantal Lavigne, une mère de famille de 38 ans, trouva la mort lors d'un séminaire spirituel intitulé « Mourir en conscience ». Passionnée par la spiritualité, les médecines alternatives et l'agriculture biologique, Chantal s'était depuis 2007 engagée dans divers ateliers de développement personnel. Malheureusement, cet intérêt pour les pratiques New Age et cette quête de transformation intérieure aboutirent à un dénouement dramatique. Le séminaire était organisé par une figure autoproclamée de guide spirituel, accompagné de ses assistants Ginette Duclos et Gérald Fontaine. Ce dernier promettait une purification corporelle par le biais d'un rituel de sudation extrême.
un processus qui se révéla fatal pour Chantal. Depuis plusieurs années, Chantal s'investissait corps et âme dans ses formations, dépensant une somme considérable et accumulant des dettes qui atteignaient 40 000 $. Séduite par les enseignements de l'organisatrice, qui prétendait canaliser un personnage mystique nommé Melchisédek, Chantal était devenue une adepte convaincue. Sa famille, bien qu'inquiète de son implication croissante, assistait impuissante à sa transformation. Après la naissance de son deuxième enfant en 2009, son engagement envers ces pratiques s'intensifia. L'organisatrice, usant de manipulations psychologiques, affirmait régulièrement à ses disciples que des destins tragiques les attendaient s'ils n'allaient pas jusqu'au bout de leur parcours spirituel. Bien que Chantal ait parfois douté des méthodes utilisées, elle restait persuadée des bienfaits qu'elle pourrait tirer de ces enseignements. En juillet 2011, elle prit la décision d'annuler un voyage en camping avec sa famille pour assister au séminaire « Mourir en conscience », qu'elle considérait comme une étape essentielle de son cheminement spirituel. Le séminaire se déroulait dans une ferme louée pour l'occasion. Les participants furent soumis à un rituel de sudation particulièrement éprouvant, présenté comme une méthode de désintoxication corporelle. En cette journée d'été particulièrement chaude, Chantal et 8 autres participants furent allongés au sol, enduits de boue, enveloppés dans du film plastique et recouverts de plusieurs couches de couverture. Pour aggraver les conditions, des boîtes en carton furent placées sur leur tête afin de limiter la circulation de l'air, tandis qu'ils étaient incités à hyperventiler. Ce rituel, présenté comme inspiré des pratiques des lodges de sudation autochtones, n'avait en réalité que peu de lien avec ces traditions et présentait des risques importants pour la santé. Pendant 9 heures, les participants durent supporter des conditions extrêmes. Plusieurs montrèrent des signes de détresse physique et l'un d'entre eux abandonna avant la fin. Pourtant, Chantal persista, malgré les difficultés croissantes. Au fil des heures, son état s'aggrava jusqu'à ce qu'elle perde conscience. Sa température corporelle atteignit un niveau critique de 40,5 degrés Celsius, provoquant une hyperthermie sévère. Cette condition, où le corps surchauffe dangereusement, engendra une défaillance organique multiple. Réalisant que Chantal ne réagissait plus, les organisateurs, dépourvus de toute compétence médicale, se résolurent finalement à appeler les secours. Lorsque les paramédics arrivèrent sur place, Chantal était déjà dans un état critique. Gravement déshydratée et souffrant de multiples défaillances d'organes, elle fut transportée en urgence à l'hôpital. Malgré les efforts des médecins, elle succomba à ses blessures. L'autopsie révéla que son corps avait été littéralement cuit vivant, un constat qui illustra l'extrême dangerosité du rituel. La mort de Chantal provoqua une onde de choc dans sa communauté et suscita une vaste couverture médiatique. L'attention se porte rapidement sur les pratiques douteuses du séminaire et sur les responsabilités de ses organisateurs. Une enquête fut ouverte et, en décembre 2014, la justice rendit son verdict. L'organisatrice et ses 2 assistants furent reconnus coupables de négligence criminelle ayant causé la mort. L'organisatrice écopa d'une peine de 3 ans de prison, tandis que ses complices furent condamnés à 2 ans d'emprisonnement. Le tribunal jugea que leur comportement avait démontré une indifférence flagrante pour la sécurité des participants. Lors du procès, la juge Hélène Faby mit en lumière les conditions dangereuses de ce séminaire. Elle souligna l'effet combiné de la chaleur, de l'humidité et du manque de circulation d'air, qui avait gravement aggravé les risques. De plus, les organisateurs n'avaient pas pris la précaution d'évaluer la santé des participants avant de les soumettre à un tel rituel, ce qui constituait une négligence majeure. De nombreux experts dénoncèrent ces pratiques irresponsables. Diane Casoni, criminologue à l'Université de Montréal, exprima son inquiétude face à l'absence de réglementation entourant ce type de groupe spirituel. Elle appela à un encadrement plus strict pour éviter que des tragédies similaires ne se reproduisent. La mort de Chantal demeure un exemple poignant des dangers que peuvent représenter des pratiques ésotériques mal encadrées et l'influence de pseudo-gourous sur des individus en quête de sens.